Bonjour à tous. Pourquoi chercher plus loin sur France 3 depuis un lieu de balade en famille? La cascade des Tubes, c'est près d'Arbois dans le Jura, pour voir ensemble nos plus belles rencontres sur le thème de l'eau, le long de nos rivières, de nos canaux, mais aussi à la source de l'alimentation de nos villes en eau potable. Commençons par une partie de pêche. C'est le deuxième sport national après le football, près d'1,5 million de licenciés. Et pour être plus malin que le poisson et attirer des truites, il faut d'abord prendre la mouche. Les mouches de Martine sont réputées dans le monde entier. Après avoir perdu son travail, elle s'est lancée en auto-entrepreneur avec succès. J'ai été licenciée et comme j'avais une passion, la pêche à la mouche, j'avais appris à monter des mouches. Alors je me suis décidée à m'installer pour monter des mouches pour nous, pour moi. Et pour finir, comme ils ont créé le statut auto-entrepreneur, j'ai dit pourquoi pas essayer de les vendre. À l'origine, il faut bien savoir que c'était les femmes qui montaient les mouches. Et encore maintenant, la seule chose, c'est que ça s'est déplacé, c'est plus en France, c'est à l'étranger. Et donc ça fait plaisir de retrouver une femme qui monte des mouches. Quand j'ai fait beaucoup de mouches, que je veux un peu me détendre, eh ben je fabrique avec toutes les plumes que je n'utilise pas pour faire mes mouches, je fabrique des bijoux. Je fais des boucles d'oreilles, je fais des broches, je fais des plumes pour les chapeaux. C'est presque un art de monter une mouche, une belle mouche, avec des belles plumes de qualité aussi. Ça joue beaucoup. Alors, par contre, celle-là, à la limite, ça serait un 19,5 parce que il y a toute la qualité d'une fourmi, c'est-à-dire qu'elle est globuleuse sur son corps. Là, elle termine très très bien l'arrondi de la mouche, son corps vient en fuseau, sa tête est bien équilibrée, les deux ailes, ça, une mouche comme ça prend du poisson. Là, tu vois, ce petit poste là, il me plairait bien le long de la pierre. Là, tu vois. Moi aussi. Toi aussi. Attention, il y a pas mal, il y a des blocs de rochers là. Le site de Goumois, sur le Doubs, est un parcours de pêche à la mouche mondialement connu. Il y a de la bise aujourd'hui, hein. Ah, Pas gâté, hein. ouais. Pour nos amis pêcheurs, les conditions météo ne semblent pas satisfaisantes. Aujourd'hui, les truites ne sont pas sensibles aux mouches de Martine. Philippe aura-t-il une explication à nous donner? Il faut que Martine refasse exactement comme la nature. Autrement, on a des refus. Parce que la truite, elle sait ce que c'est qu'une mouche naturelle. Donc elle s'approche de l'artificiel, elle voit qu'il y a un petit défaut quelque part, dans la nature ça n'existe pas, elle replonge. Elle ne te prend pas ta mouche. Voilà. Pour Daniel, c'est le matériel qui est en cause. Là j'ai une canne qui est un petit peu souple par rapport à la soie. Donc avec un vent comme aujourd'hui, c'est vrai que ça me pose quelques soucis là. Normalement ça devrait aller plus loin, mais là je suis limité en distance on va dire. Bien que ça parte déjà pas mal, mais je pars pas où je devrais partir réellement. Après il y a des petites techniques comme ça, là c'est très esthétique, l'histoire de ressortir la soie. On va faire un demi-cercle en sens inverse des aiguilles d'une montre, ça fait ça. Et ça c'est très très joli et c'est très agréable à faire. Ça c'est un vieux pêcheur d'ici qui me l'a appris cette technique là. La pêche est aussi un jeu de patience. Quittons nos amis et retrouvons Ludovic.
Sur un bras mort de l'Oignon, il est venu chercher Daniel. Leur attachement commun à préserver leur région les a soudés. Daniel encourage Ludovic à poursuivre l'action qu'il mène avec son école. Leur amitié symbolise cette transmission des valeurs liées au monde de la pêche. Bonjour. Salut Ludo. T'es à l'heure? Ça va? Je vais m'entraîner un petit coup avant que t'arrives. Ouais. Allez, c'est parti. Je pêche au manier. Hein? Ouais, j'ai remis un poisson nageur. Ouais. Je suis en test sur une nouvelle canne là. Ah oui, elle est super celle-là. Ouais, vraiment futuriste. Il faut qu'on fasse les bords surtout. Ouais, on va faire tous les bords. Ouais. Moi, j'ai connu une période heureuse. Hein. J'ai 70 années de pêche derrière moi. À l'époque, les lavandières lavaient au savon de Marseille. Tout allait à l'eau, mais ça ne polluait pas. Ouais, bah, c'est ça. Actuellement, la pollution, elle est liée en partie au nitrate, mais c'est pas exactement ça. En fait, on a découvert très récemment que les pilules anti-grossesse, les antibiotiques, toutes ces choses, ne sont pas filtrées à la sortie des stations d'épuration. C'est-à-dire qu'elles partent dans l'eau. Et c'est ce qui fait que les frayères ne marchent plus. De plus en plus de femelles, la féminisation des espèces. Pour frayer, le poisson a besoin d'un biotope vraiment particulier. On est un peu les sentinelles de l'oignon. Les pêcheurs apportent l'information. Quand il y a des poissons qui meurent, tout ça, on peut tout de suite faire les analyses qui vont bien. Mais moi, je suis quand même un peu optimiste parce que depuis une dizaine d'années, il y a des travaux d'assainissement qui ont été réalisés, en particulier les bandes enherbées, les stations d'épuration des communes, qui étaient souvent trop petites, les fosses des agriculteurs, qui ont été agrandies compte tenu de l'importance du cheptel. Et tout ça va dans le bon sens. On a quand même un beau parcours. Un beau terrain de jeu, oui. Ouais. On se sent bien. La pêche, appréciée pour la sérénité, eh bien c'est ce calme que vous retrouverez en venant sur le canal du Nivernais, entre Auxerre et Decize en Bourgogne, 170 km et 110 écluses, le deuxième le plus fréquenté après le canal du Midi, apprécié parce qu'il est encore sauvage. Vous y croiserez des éclusiers. La construction date de la fin du XVIIIe siècle pour apporter du bois de chauffage jusqu'à Paris. D'importants moyens y ont été consacrés, notamment pour percer un tunnel. Écoutez le récit de ce chantier titanesque. 1200 ouvriers vont travailler chaque jour sur le chantier. Des ouvriers locaux, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur. On va même embaucher des forçats. Les forçats servaient surtout pour les travaux les plus durs, pour percer. C'était les véritables bulldozers de l'époque. On commence par construire cette puits en 1785. On va déblayer les matériaux par ces puits et ces matériaux vont resservir pour la construction des bâtiments. Contrairement aux prévisions des géologues, on va se trouver face à une alternance de pierres extrêmement dures, extrêmement difficiles à percer, et de couches particulièrement molles, d'où une instabilité du terrain. Alors imaginez les éboulements. Quand on pense à tous ces forçats qui sont morts sous les souterrains, les archives sont particulièrement muettes à leur sujet. En 1786, 3 membres de l'Académie des sciences, dont le marquis de Condorcet, viennent inspecter les chantiers. Ils commencent par féliciter les ingénieurs, féliciter le personnel, tout est bien fait. Ils descendent dans les puits, voient l'état des travaux, remontent, tout semblait parfait. À son retour à Paris, Condorcet prend nettement parti pour l'essor de la batellerie. Voilà ce qu'il exprime en substance dans son rapport. C'est dommage de faire tout ce travail pour simplement l'approvisionnement de Paris. Faisons un canal de navigation. Alors là, il s'agit d'une toute autre ampleur. Il fallait tout voir à une échelle beaucoup plus grande. Les travaux s'étaleront sur 40 ans et feront des voûtes de la Collencelle l'un des sites les plus visités des canaux européens. Passés les 3 tunnels,
Que ce soit en bateau ou bien en paddle, comme Yves Prégermain qui dirige la base nautique de Baye, le canal vous invite dans ce que l'on appelle la petite Amazonie. Si, avant le rapport Condorcet, les étangs de Baye et de Vaud devaient suffire à alimenter une simple rigole de flottage du bois, le projet d'un canal de navigation exige beaucoup plus d'eau. Et la solution, ce sera une autre rigole. Il s'agit de la rigole d'Yonne, qui sur 28 km va aller d'un lieu près des sources de l'Yonne, au pont de Pincière, le barrage n'existait pas encore, qui va franchir 2 aqueducs importants, celui de Montreuil qui est ici, celui d'Oussy un petit peu plus loin, et qui va se déverser le long du ruisseau de la Collencelle, et à la fin, arrivé à Port-Brûlé, l'eau va s'écouler pour alimenter ces écluses qui, sur quelques 3 km, vont dévaler la pente de façon extraordinaire. Le canal doit aussi beaucoup aux travaux des hommes de l'Onde, qui entretiennent et régulent les cours d'eau, comme ici, sur le barrage à aiguille de Méry-sur-Yonne. En 1879, le gabarit fraissinet impose que les écluses mesurent 39 mètres, une loi qui sonne le glas des espoirs de faire du canal un axe de commerce entre la Loire et la Seine. Des travaux vont être entrepris, mais ils ne seront jamais exécutés dans la partie centrale du canal. La partie la plus délicate, celle qui franchit la ligne de partage des eaux, ne sera jamais mise au gabarit fraissinet, excluant les nouveaux bateaux. Le canal tombe dans l'oubli, la végétation reprend ses droits, on parle de démolir les voûtes de la Collencelle, on parle de le combler, on va même jusqu'à penser construire une route à sa place, jusqu'au jour où un certain Zivy va prendre conscience de sa beauté. C'est Pierre-Paul Zivy qui va lui trouver sa 3e voie. Ça ne sera plus celle d'un canal de commerce, ni celle d'un canal de flottage, mais celle du tourisme fluvial. Et celle d'un avenir qu'on espère magnifique, celui d'un des plus beaux canaux d'Europe. Autre construction impressionnante, le barrage du lac de Vouglan, 130 mètres de haut. Il alimente un lac artificiel créé en 1968, 1600 hectares de terre recouverts. Le mieux pour le découvrir, c'est d'aller dessus, mais aussi en dessous. Il a fallu 2 ans pour que le lac atteigne son niveau optimal permettant la production d'énergie. Ce sont plus de 1600 hectares de terre, un village et plusieurs hameaux qui ont disparu sous les eaux. Sur le lac, François est en compagnie de Jean-Luc Mordefroy qui va nous plonger dans l'histoire de cette vallée à la découverte des populations qui y vivaient. On est là sur le lac de Vouglan, à peu près au milieu du lac en termes de distance par rapport au barrage. Donc à 100 mètres à peu près au-dessus du lit originel de l'Ain. Il y avait en fait très peu d'habitations dans la vallée. Il y avait un village, une commune qui s'appelait le Bourget, un petit hameau, Bria, un autre hameau qui s'appelait Belsin. Et un habitat dispersé. Je pense que c'est une population relativement pauvre si l'on la compare aux populations agricoles et artisanales des rives. Donc les gens du Bourget, début des années 60, quand l'enquête publique a été faite pour savoir que le barrage allait se faire, ils ont compris qu'ils allaient être expropriés. Alors certains n'y ont pas cru. Ce sont des familles très ancrées dans la vallée, au moins depuis le milieu du XVIIe siècle. Donc ces biens se sont transmis de génération en génération. Donc on peut comprendre aussi cet attachement très fort à ce patrimoine, même s'il s'agissait d'un patrimoine plutôt pauvre. La valeur affective pour certains, c'était quand même devoir détruire leur maison, parce que le village a complètement été rasé. Il ne reste absolument rien. Ça a même servi d'exercice militaire à la fin, où les militaires ont même mis un char dans les rues du Bourget, dans le hameau de Bria, pour s'entraîner. Donc vraiment, au fond de la vallée, il ne reste plus rien.
Durant la montée des eaux, les personnes expropriées venaient le dimanche sur les rives du lac afin d'immortaliser par la photo leur ancien lieu de vie. François et Jean-Luc rejoignent les bouées qui indiquent l'emplacement du plus grand édifice ennoyé sous 50 mètres d'eau. La Chartreuse de Vaucluse. C'est l'une des chartreuses les plus anciennes d'Europe, qui a été fondée vers 1139. Les Chartreux qui avaient fait vœu de silence et de labeur ont permis au monastère de rayonner durant 7 siècles. Il sera acheté par un propriétaire privé à la Révolution française et en partie détruit. Ce lieu unique dans la vallée était très connu des Jurassiens. En fait, ça servait de lieu de balade dominicale de la plupart des habitants de la région. Oui, c'était un lieu d'excursion. Tous les Jurassiens connaissaient ce monument absolument fabuleux et venaient s'y promener le week-end. Je connaissais Vaucluse à travers des chartes, des documents d'archives, l'iconographie, les plans anciens ou des clichés beaucoup plus récents. Mais ma première rencontre réelle avec la Chartreuse remonte à une quinzaine d'années, lorsqu'on a tenté de dresser un état des lieux du bâtiment une trentaine d'années après son ennoyage. La première image que j'ai et qui me vient à l'esprit, la première image, c'est un plongeur traversant l'oculus de l'église médiévale de la Chartreuse. On était là pour dresser un état des lieux du monument et dans les consignes que j'avais données, c'était de vérifier si des pierres qui semblaient prêtes à tomber en 1967-68 au moment de l'ennoyage ou si des arbustes qui poussaient dans les maçonneries étaient encore en place. Et on peut, 30 ans après, calquer ces images sur celles de 67-68. Rien n'a bougé. « 30 ans se sont passés, mais en même temps, on a l'impression que la Chartreuse a été ennoyée hier. » Ça a été franchement un véritable choc. Un télescopage entre la documentation que je maîtrisais à peu près depuis déjà un certain nombre d'années, et puis là, une réalité. Une plongée sur la Chartreuse demande des compétences particulières et comporte de nombreux risques, car les bâtiments sont situés entre 45 mètres et 90 mètres de la surface. La visibilité y est réduite du fait des particules en suspension et l'eau est à 5 degrés. Malgré ces contraintes, ce site étonnant est devenu une destination prisée des plongeurs qui viennent de la France entière pour évoluer au cœur des bâtiments dans ce lieu chargé d'histoire. Le département du Jura compte une quinzaine de cascades comme celle des Tuffes où nous sommes. Là, c'est l'eau à l'état sauvage. Mais savez-vous d'où vient l'eau de votre robinet? Nous en consommons 4 milliards de mètres cubes chaque année. S'alimenter en eau a toujours été une préoccupation. Alors remontons à la source, celle de Besançon, grâce à 2 passionnés d'hydrogéologie. Ils nous lèvent le voile sur le mystère de la source d'Arcier, sur la trace des Romains. Et bien voilà Michel, c'est ici que tout a commencé. Mais tout a commencé ici, il y a 20 siècles. L'anniversaire de tout ça, c'est dans 50 ans, donc 19 siècles et demi à peu près. Les Romains occupent, entre guillemets, Besançon. On est déjà dans le début d'une civilisation gallo-romaine. Et la préoccupation d'un Romain, quand il s'installe quelque part, c'est pas de planter des vignes, c'est d'avoir de l'eau en quantité et en qualité. Les consommations sont colossales d'ailleurs. Et il n'y a qu'une source qui offre un débit et une qualité d'eau suffisante, c'est la source d'Arcier. Donc, comme on est en assez bon terme avec l'empereur Vespasien, je ne sais pas pour quelle raison, mais on est en bon terme avec lui, il nous fait un cadeau impérial d'un aqueduc qui va capter ces sources et les amener à Besançon le long d'un aqueduc qui fait 10 km de long. Un ouvrage prestigieux qui, hélas, va être ruiné 5 siècles après Jésus-Christ par les barbares venus de l'Est. Les barbares viennent toujours de l'Est en définitive, et commencera seulement à ce moment-là
le déclin de la ville de Besançon, provisoire bien sûr, et Besançon va rentrer dans une obscurité médiévale avec des eaux qui vont être souillées, des eaux de puits, parce que les Byzantins, besonciaux à l'époque, se méfient de l'eau du Doubs. Donc ils prennent quelques mauvaises petites sources en rive droite, quelques puits souillés par les égouts dans la boucle, mais les épidémies de choléra vont commencer, de typhoïde, et on se rend bien compte assez vite que sans la source d'Arcier, Besançon ne peut pas exister. Bon alors toute cette eau, finalement, d'où elle vient? En fait, elle vient du plateau de Saône, qui est quelques kilomètres vers le sud, et surtout, elle vient d'une zone qu'on appelle le marais de Saône, qui est une zone imperméable drainée par des ruisseaux, et ces ruisseaux vont se perdre et ressurgir ici. C'est donc une résurgence. Une résurgence, c'est quand cette eau qui sort ici a déjà coulé à l'air libre dans un endroit en amont. Voilà, donc ici, manifestement, il devait y avoir un talus d'éboulis, et l'eau sortait à travers l'éboulis. Et les armes de Besançon là-haut, est marquée la devise de Besançon, Utinam, plaise au ciel. Là, voilà cette fameuse source. On est dans les entrailles de la bête. Voilà la galerie qui a été forée, creusée pour améliorer la ressource. Elle sort quelques dizaines de mètres plus loin et elle va être récupérée ici. Quelques minutes un peu à l'air libre, si on peut dire, on est encore dans le captage. Et elle va filer là-bas, dans une canalisation qui fait 10 km de long, et va arriver à Besançon, après bien sûr avoir été traitée. On dérive ici une quantité d'eau susceptible d'alimenter la totalité de Besançon. Ce qui ne se fait pas parce qu'il faut laisser de l'eau dans le ruisseau de première catégorie, de la source d'Arcier où il y a des truites. Donc il y a un équilibre entre le prélèvement et la restitution au milieu naturel. Et alors, l'aqueduc gallo-romain, où est-il maintenant? Bonne question. Il démarrait par là. Voilà, les Romains ont capté ces eaux des deux sources vraisemblablement et démarre l'aqueduc ici. Là, on n'a plus de traces. Il y a eu des constructions, il y a eu des industries qui se sont installées. Mais dans le bois ici, et peu de gens connaissent ce site, on a encore quelques vestiges spectaculaires qu'on espère bien rénover. Alors ça, c'est l'aqueduc gallo-romain. Et c'est encore debout. Ça fait 20 siècles que ces pierres ont été posées. Ouais. Extraordinaire. Donc, l'aqueduc est fait de telle manière qu'il y a deux murs verticaux et une voûte dans la partie supérieure. On voit bien le canal ici. Tu vois le canal? Oui. Ici, qui est étanchéifié avec un mortier tuileau, c'est-à-dire un mortier très fin, de plus en plus fin vers l'intérieur, et additionné de tuiles pilées. Et ça, c'est une étanchéité exceptionnelle, on n'a jamais trouvé mieux. Par là-dessus, on va avoir 4 rangées de moellons, toujours la même structure, au-dessus du niveau de l'eau, et après la voûte, constituée de claveaux énormes. Et tout ça a été tout le long de son cheminement, sur 10 km avec une pente de 2 pour 1000, toujours à flanc de coteau, pour des raisons d'entretien. Et il y avait régulièrement des pierres pour aller visiter l'aqueduc, pour le nettoyer, parce que ça, c'était entretenu. Ça servait de décantation aussi partielle pour l'eau. Et il y avait un périmètre de sécurité, où les gens n'avaient pas le droit de venir. C'était très sévèrement géré. Cette pente de 2 pour 1000 est réglée de façon extrêmement rigoureuse depuis la source jusqu'à son arrivée sur les flancs de la citadelle, ce qui permettait d'arroser gravitairement Besançon, les thermes, les fontaines publiques, les villas privées, parce qu'on avait de superbes villas romaines à Besançon qui ont été exhumées avec des mosaïques magnifiques. Donc voilà, c'est grâce à ça que Besançon devient une cité gallo-romaine brillante. Rendez-vous sur pourquoichercherplusloin.fr pour voir en intégralité nos balades sur le thème de la pêche, sur les canaux de Bourgogne, sur la route de l'eau de Dijon à Besançon et sur le lac de Vouglan. Pourquoi chercher plus loin?
La semaine prochaine, Arnaud Lefebvre vous donne rendez-vous.